Et voilà, ça y est, on y est, c'est la fin de cette mini-série Obi-Wan et le final est plus qu'à la hauteur. Le final m'a fait verser quelques larmes, le final m'a donné des frissons. C'était un régal qui fait que je ne vais pas m'attarder sur les quelques défauts de cet épisode parce que tout simplement ça n'aurait aucun intérêt. Je vais laisser parler la passion et le fanboy de la prélogie, comme je vous disais sur la vidéo précédente, le fanboy de la prélogie que je suis, qui a grandi avec la prélogie, même si j'ai découvert la trilogie originale avant. Alors, voilà comment va se dérouler cette vidéo. Il va y avoir une petite partie sans spoiler sur l'ensemble de la saison, où je vais revenir sur les forces et faiblesses, mais ça va être très court, et ensuite je vais revenir en détail sur l'épisode 6. Sachant que ce soir, vous pouvez me retrouver sur la chaîne de Alexandre, donc mon ami Alexandre, la critique de Néo, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne. On va faire un live où on va bien décanter à la fois cet épisode 6, mais toute la saison complète. Et dimanche soir, sur la chaîne de Guillaume, Guillaume fait son cinéma, vous me retrouverez pour un petit live chill en compagnie d'autres collègues youtubeurs où pareil, on va revenir en détail non seulement sur l'épisode 6, mais sur l'ensemble de cette saison et ce que nous réserve l'avenir de Star Wars sur Disney+. Donc c'est parti, je commence tout de suite sur la saison complète. Petite partie sans spoilers pour ceux qui n'ont pas encore vu les 6 épisodes. Alors, il y a eu de l'excellentissime. Je vais commencer par les quelques petits défauts dont on s'accordera tous plus ou moins à dire. La réalisation n'a pas toujours été exceptionnelle. On est loin quand même du style, on est loin quand même de la maestria de George Lucas sur la prélogie. On n'est pas non plus sur quelque chose d'aussi catastrophique que John Watts sur les Spider-Man du MCU. Donc on est quelque part sur une réalisation qui parfois est solide, efficace et parfois un peu fainéante, mais c'est quand même plutôt plaisant à regarder. Pareil pour les effets spéciaux, parfois ça aurait pu être enrichi, notamment au niveau de l'arrière-plan, dans le château de Dark Vador, on aurait pu faire des meilleurs plans, on aurait pu fournir un petit peu plus aussi au niveau des décors. Au niveau des décors, on aurait pu faire des choses plus variées encore, un peu plus luxuriantes. C'est vrai qu'un petit détour par des planètes du style Endor ou Dagobah n'aurait pas été de trop, histoire de changer un petit peu et de ne pas avoir que des planètes désertiques ou rocailleuses. Mais bon, le scénario justifie tout cela. Après, certains ont été déçus au début de retrouver un Obi-Wan Kenobi affaibli, mais là encore, scénaristiquement, ça se justifie. Et il faut regarder les 6 épisodes en entier pour voir une réelle évolution de Obi-Wan Kenobi. Et par rapport aux incohérences apparentes, certains s'inquiétaient du fait que si Obi-Wan Kenobi et Dark Vador se rencontraient, ça aurait contredit ce que disait Dark Vador à Obi-Wan dans la guerre des étoiles, à savoir avant vous étiez le maître, maintenant c'est moi le maître. Bon, quand on voit les différents affrontements, on comprend clairement qu'il n'y a absolument pas d'incohérence du tout. Ça se justifie psychologiquement au niveau du personnage de Dark Vador jusque dans ce dernier épisode. Il y a une grosse surprise, c'est qu'on nous présentait la série comme étant centrée sur Luke Skywalker, ça n'est pas le cas. D'ailleurs, on ne le verra que très peu, c'est surtout centré sur Leia, donc ils ont réussi à garder le suspense, et ça c'est une très bonne chose. Et puis, il y a des nouveaux personnages qui ont fait leur apparition, comme Reva, la troisième sœur des Inquisiteurs. Au début, j'ai eu beaucoup de mal avec ce perso, je la trouvais désagréable, et finalement, elle m'a touché, notamment dans les 2 derniers épisodes, où je l'ai trouvée vraiment excellente, l'actrice, et je regrette qu'elle se prenne des tombeaux d'insultes racistes à son égard, parce que de toute façon, déjà, c'est toujours injustifié, mais c'est surtout que les gens l'ont jugée à peine sur quelques épisodes, et ils auraient mieux fait de la juger sur l'entièreté de la saison, parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment une très bonne actrice, je trouve. Après, on a des personnages qui ne sont pas désagréables, comme Kumail Nanjiani, mais qui est assez inutile au niveau du scénario. S'il n'avait pas été là, ça aurait pas été pire ou meilleur. On a d'autres personnages, comme Oshie Jackson Jr., le fils de Ice Cube,
qui joue le rôle d'un leader de la future résistance, qui pareil, il y a du potentiel, mais bon, c'est pas assez travaillé. On a le personnage de Indira Varma, le temps qu'elle est là dans la série, c'est un très bon personnage qui apporte des choses. On a des scènes qui sont épiques, clairement, on a beaucoup d'émotions. Peut-être que durant les 5 premiers épisodes, les thèmes musicaux auraient gagné à avoir un petit peu plus de reprises des morceaux de la prélogie. Ce qui est le cas dans le dernier épisode, qui fait que dans le dernier épisode, musicalement, c'est haut niveau et ça amplifie les émotions. Donc je dirais que la musique est en demi-teinte, sans être non plus quelque chose de totalement mauvais. Ça peut être décevant au début, mais au final, voilà, il faut se faire un point de vue sur les 6 épisodes. C'est toujours, l'exercice est difficile, il faut toujours juger sur l'ensemble. Pris à part, chaque épisode a ses défauts. Pris dans l'ensemble, cette mini-série qui pour l'instant, on n'a pas encore totale confirmation qu'il y ait une saison 2, mais ça, je vais vous en reparler dans quelques secondes. Mais voilà, pris dans son ensemble, c'est vraiment excellent. Je pense que les fans de la prélogie doivent être comblés. Après, il y aura toujours des gens pour se plaindre, des insatisfaits permanents qui vont s'arrêter sur les quelques petits défauts qu'il peut y avoir par-ci par-là, qui vont s'arrêter sur vraiment des choses qui sont sans grande importance, parce que quand on veut trouver des défauts, on en trouve, ça c'est clair. Moi, c'est pas mon parti pris. Moi, je me concentre sur l'émotion plus que sur la réalisation. Je me concentre sur la cohérence globale plus que la cohérence interne de chaque détail de chaque épisode. Et je pense que quand on fait comme ça, on est beaucoup plus satisfait. Après, bon, bien évidemment, ceux qui veulent se concentrer sur la réalisation, ils trouveront toujours des choses à redire. Il n'y a pas de série qui soit parfaite, c'est très rare, encore plus quand c'est des séries Disney+, Star Wars, Marvel. On sait que c'est fait aussi pour maintenir une audience chaque semaine. Donc, c'est pas les séries les plus travaillées au monde, mais c'est une série qui regorge de fanservice, de nostalgie, surtout pour ceux qui ont regardé la prélogie du début jusqu'à la fin. Et là encore, il y a des easter eggs dans le dernier épisode. C'est une série qui a du cœur, c'est une série qui a de l'émotion, et c'est une série qui est avant tout là pour faire plaisir aux fans. Et moi, je suis très satisfait. Est-ce que cette série était indispensable? Non, comme à peu près tout le contenu Star Wars qui s'est fait en série. C'est pas indispensable. Même The Mandalorian et Book of Boba Fett. Même la post-logie épisode 7, 8, 9 n'était pas indispensable. Star Wars, au final, c'est les 6 épisodes qui se suffisent à eux-mêmes. Mais ça raconte des choses intéressantes, ça comble des lacunes. Et puis, ça peut explorer d'autres pistes. Euh, on sait qu'on va avoir plein d'autres séries et des films qui vont se passer bien avant l'ère Skywalker. Peut-être qu'on en aura qui se passeront bien après aussi. En attendant, on a toutes ces séries-là qui nous permettent de combler toutes les zones d'ombre. Certains diront c'est dommage, il vaut mieux laisser du mystère. Moi, ça me gêne absolument pas. Tant qu'on réhabilite la prélogie, c'est tout ce qui compte parce que la prélogie en son temps a été très vivement critiquée et c'était extrêmement injuste. Et si ces séries Obi-Wan et d'autres qu'on va avoir entre l'épisode 3 et 4, si ces séries permettent de rehausser un petit peu la prélogie dans le cœur des fans, eh bien moi j'en suis très content. Sur ce, voilà, la partie sans spoiler est terminée, je rentre dans le détail de cet épisode 6. Alors, beaucoup d'easter eggs, que ce soit sur Tatooine, où on va avoir Luke Skywalker qui va aller chercher des pièces mécaniques dans le magasin où travaillait son père, et pour Watu dans La Menace Fantôme. Voilà, on a des petits easter eggs comme ça, mais c'est surtout le combat final, le duel final entre Dark Vador et Obi-Wan Kenobi. Et je pense vraiment que c'est le duel final, parce que là, scénaristiquement, la boucle est bouclée. On a un duel qui est assez impressionnant, qui moi m'a donné des frissons et qui est chargé d'émotions. Obi-Wan qui reprend le dessus sur Vador et qui lui met une déculottée monstrueuse. Vador qui, malgré sa toute-puissance, ne fait pas le poids. On sent Vador vaciller, on sent Vador fou de rage, mais on sent qu'il reste encore quelque chose d'Anakin. On va avoir ce combat sur cette planète où il y a de la brume, c'est rocailleux.
dans un ravin où on va avoir Dark Vador qui va utiliser la force pour enterrer vivant Obi-Wan. On a un véritable combat comme on aurait pu l'avoir dans la prélogie. Attention, ça n'arrive pas au niveau de la revanche des Sith, mais qu'est-ce qui arrive au niveau de la revanche des Sith en termes de Star Wars? Très peu de choses. Donc, voire rien du tout. Donc, on a quand même un combat qui dure de longues minutes et qui est blindé d'action. On retrouve les poses iconiques au sabre laser de Ewan McGregor. On sent le Ewan McGregor et le Hayden Christensen de la prélogie qui se font plaisir, qui se retrouvent et qui s'affrontent et qui donnent le maximum de ce qu'ils ont. C'est force contre force, rocher contre rocher. Obi-Wan qui est à un doigt de massacrer Anakin. Hein. On sent d'ailleurs un peu de rage chez Obi-Wan et puis très vite, sa compassion envers Anakin reprend le dessus et il ne l'exécute pas parce qu'il pourrait le faire. Il pourrait le faire. Il lui fend le casque en deux. Cette scène était exceptionnelle. Elle m'a coupé le souffle. Il se jette sur lui avec son sabre laser et il lui fend le casque en deux. On voit le visage de Hayden Christensen brûlé de la fin de l'épisode 3. On entend la voix de Hayden Christensen, on entend le souffle, son souffle asphyxié. Donc vraiment, c'est le maître qui a le dessus sur son élève et l'élève qui est tenu en échec et qui repart penaud. J'ai envie de dire la queue entre les jambes. Bon, je sais même pas s'il en a une, il s'était fait brûler. Mais voilà, l'expression, il repart une main devant, une main derrière. Donc il a échoué face à son maître. Il pensait avoir pris le dessus lors de l'épisode 3 dans cette clairière sur cette planète minière. Bon, en fait, Obi-Wan a retrouvé espoir, il a retrouvé à la fois foi en lui, mais foi dans le côté lumineux de la force. Et ça lui a redonné l'espoir qu'il pouvait vaincre Vador, ce qu'il fait. Mais encore une fois, il ne le tue pas parce qu'on sent vraiment l'amour fraternel et les paroles de l'épisode 3, je t'aimais comme un frère, Anakin, résonnent. Clairement, ça résonne dans cette scène. Il ne veut pas le tuer, il a de la pitié pour lui, et il va avoir une phrase qui fait qu'il va se libérer de ses démons, il va se libérer de sa culpabilité lorsque Anakin va lui dire, lorsque Vador va lui dire, ce n'est pas toi qui as tué Anakin, c'est moi. Et Obi-Wan va comprendre que, en fait, quoi qu'il fasse, il aurait pas pu empêcher Anakin de devenir Vador, et que c'est Anakin qui l'a voulu. Je trouve que cette phrase est excellente parce que ça permet à Obi-Wan de s'affranchir de sa culpabilité, ça permet de tourner la page, on est vraiment face à Vador, même si on sait bien évidemment voilà, il se rachètera à la fin du Retour du Jedi, mais là, on sent que maintenant, ça va être le Vador surpuissant, sans pitié, qui va laisser de côté son traumatisme d'être toujours son élève, l'élève de son maître, et puis cette scène dans le château de Mustafar qui fait très plaisir. Bon, on savait par rapport aux déclarations de Ian McDiarmid qu'il y aurait un retour de l'empereur. Il avait dit c'est possible que je revienne. Donc oui, il y a un hologramme de l'empereur qui parle à Dark Vador et qui dit je doute de vos intentions, je me demande si au final vous ne serez pas trop obsédé par Obi-Wan Kenobi. Et Vador qui dit voilà, je vous suis dévolu, je suis à votre service, quoi, voilà. Donc on sent le Vador qui décide d'abandonner ses poursuites contre Obi-Wan Kenobi et de se consacrer uniquement à ce que va lui dire l'empereur. Et donc, quand il se retrouvera dans l'épisode 4, il n'y aura plus cette espèce d'obsession d'être toujours l'élève, mais il se sentira affranchi parce que désormais il va se consacrer à faire ce que lui dit son nouveau maître, l'empereur, donc Palpatine, Dark Sidious. C'est cohérent avec la guerre des étoiles, le nouvel espoir, l'épisode 4, c'est totalement cohérent. Aussi, beaucoup d'émotions sur la petite Leia. Euh, Elle est vraiment cette actrice Viviane Lyra Blair qu'on a pu voir dans C'est nous les héros de Robert Rodriguez, dont j'avais parlé en bien sur la chaîne. Elle fait passer beaucoup d'émotions à travers le regard, elle est très touchante.
elle est ramenée à sa famille, donc à Bail Organa et à sa femme. On sent qu'elle va devenir une sénatrice. Elle lui dit à son père, voilà, j'ai décidé de suivre vos conseils. On sent qu'elle va faire partie du Sénat et qu'elle va apporter des modifications. D'ailleurs, elle le dit à son père, j'ai pas mal de modifications à faire. Elle lui dit, on va les faire ensemble. Donc, elle va devenir la sénatrice. Elle a 10 ans, ça se passe entre l'épisode 3 et 4. Il y a 20 ans qui se déroulent entre l'épisode 3 et 4. Elle a 10 ans, donc il reste 10 ans avant Rogue One. Et durant ces 10 ans-là, elle va devenir la sénatrice Leia Amidala, la princesse Leia Amidala. Donc, non, Leia Organa. Amidala, c'est pas de mais. Donc voilà, ça fait très plaisir. Là encore, c'est cohérent. Et puis la petite a pris confiance en elle, comme quand Obi-Wan lui offre le holster de Tala. Mais en même temps, il dit voilà, je vais pas mettre un blaster dedans. Donc petit message, les armes, pas pour les enfants. Voilà, petit message, mais qui fait quand même plaisir. Mais voilà, on sent que la petite, elle prend confiance en elle et qu'elle va devenir une grande résistante. Et aussi, on comprend grâce à toute cette saison, toute cette série, que le fait d'avoir été sauvé à la fois par Obi-Wan, mais aussi par les rebelles, d'avoir côtoyé pas mal les rebelles, c'est peut-être ça qui va, probablement, c'est ça qui va lui faire donner l'envie d'être une rebelle elle aussi. Tout ce passage avec Kumail Nanjiani et Oshie Jackson Jr., donc le fils de Ice Cube, j'ai trouvé que c'était intéressant, même si encore une fois, c'est pas des personnages qui étaient indispensables dans cet épisode. Ils ont été traités avec émotion. Kumail Nanjiani qui dit est-ce que la parole d'un faux Jedi et d'un menteur vous suffit? Et Obi-Wan Kenobi, lorsqu'il lui confie Leia et qu'il se sépare du groupe pour aller affronter Vador, avant de se séparer, il dit oui, ta parole me suffit amplement. Donc on sent que Kumail Nanjiani, son personnage, reprend confiance en lui. Pareil pour Oshie Jackson Jr., où Obi-Wan lui dit ils auront besoin d'un chef de la résistance, ne les lâchez pas. Et le personnage qui lui dit je suis pas prêt, je fais que commencer, je suis déterminé à être un chef de la résistance. Donc voilà, on sent que dans cet épisode, Obi-Wan donne de la confiance, donne de l'estime à chaque personnage. Ça, j'ai adoré. Que dire de plus sur cet épisode? Alors, malheureusement, parce que c'est pas exempt de défauts, le Grand Inquisiteur ne sert strictement à rien dans cet épisode. Voilà. Mais on sait que le Grand Inquisiteur, il sert dans la série Star Wars Rebels. Est-ce qu'on le reverra en live action? Ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis, il y a tout l'arc sur Reva, la troisième sœur. Fin de l'épisode précédent, elle découvrait le message holographique de Bail Organa qui parlait de l'enfant sur Tatooine. Elle a compris que c'était Luke. Et, et moi, c'est ce que je pense, hein, mais vous me direz dans les commentaires, pour moi, elle a compris que c'était le fils d'Anakin Skywalker, puisque elle y va pour le tuer, pour se venger de Anakin Skywalker. C'est pour ça que quand elle y va et qu'elle elle essaye de s'en prendre à lui dans la grotte, et qu'elle va pour essayer de le tuer alors que Luke est inconscient parce qu'il a chuté, il a fait une petite chute, elle voit elle voit à la fois Anakin, mais elle se voit elle-même. Elle voit Anakin, c'est son côté, la vengeance qui parle. Elle se dit, c'est le fils de mon ennemi. Si je le tue, je me venge de mon ennemi. Et en même temps, elle se voit, elle, parce qu'en réalité, Reva, c'était quelqu'un de bien. Et elle ne cède pas au côté obscur. Elle se voit elle-même. Elle se dit, si je fais ça, je deviens comme Anakin Skywalker qui a essayé de me tuer et de tuer mes amis sur Coruscant, tous les novices. Donc elle décide non seulement d'épargner Luke, mais de lui venir en aide, de le remettre à Owen et Beru, tout ça sous le regard bienveillant de Obi-Wan, et elle se débarrasse de son sabre laser d'inquisitrice, et Obi-Wan lui dit que maintenant, voilà, elle a fait le bon choix et qu'elle est libre, elle n'est plus une inquisitrice, elle n'est plus esclave du côté obscur et de sa vengeance, et donc voilà, elle disparaît, mais elle est revenue du bon côté de la force. Il y a du potentiel avec ce personnage. Donc j'ai trouvé ça là aussi cohérent, parce que dans l'épisode précédent et même tout au long de la saison, elle était trop énervée pour être une véritable méchante. Voilà, elle avait sa vengeance à faire. Et quand elle s'est aperçue que sa vengeance ne la menait à rien, et elle avait des raisons de vouloir se venger, des raisons qui étaient légitimes et qui n'étaient pas entièrement mauvaises. Elle faisait ça parce qu'elle voulait venger ses amis novices qui avaient été massacrés.
voilà, quand elle a vu que sa vengeance ne servait à rien, faisait plus de mal que de bien, ben elle se rebrée, elle se retrouve, elle revient du côté clair de la force, donc je trouve ça cohérent avec le personnage. Pour moi, Reva, dans cet épisode, est touchante quand on la voit pleurer parce que, voilà, toute la fin où elle parle à Anakin, où elle est agenouillée devant Anakin, où on la sent sincère, ben, j'ai trouvé que l'actrice Moses Ingram était excellente. Elle arrivait vraiment à faire passer beaucoup d'émotions. Après, c'est l'épisode des au revoir, pas forcément des adieux, mais des au revoir. Obi-Wan qui revient sur Alderaan pour dire un dernier au revoir à Leia Bail Organa. Leia qui lui dit est-ce qu'on se reverra, donc ça renvoie clairement au message de Leia au secours Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir dans l'épisode 4. Beaucoup d'émotions et de tendresse entre ces deux personnages. Voilà, on sent que Leia elle a un profond amour pour Obi-Wan, qui lui parle de sa mère, là aussi Easter eggs. Il lui parle de Padmé et de Anakin. Alors, il les mentionne pas, mais il mentionne leur personnalité, leur vie, ce qu'ils ont fait, voilà, ce qu'ils ont été de meilleur. Donc là aussi, beaucoup d'émotions dans cette scène. On rend vraiment hommage à épisode 1, 2, 3. On rend hommage à Nathalie Portman, donc à Padmé. On rend hommage au Anakin Skywalker, donc de Jake Lloyd, avec cette scène, comme je vous disais, où Luke sur Tatooine se rend dans le magasin où travaillait Watu et Anakin quand il était petit. On rend hommage à tous les personnages. Et puis, bien évidemment, on finit avec l'apparition de Qui-Gon Jinn. Et donc, c'est pour ça que je vous disais, et je l'ai dit à chaque fois sur les live chill voilà, où j'étais invité chez Guillaume fait son cinéma, ne jamais croire, ne jamais faire l'erreur de croire sur parole des déclarations d'acteurs, de studios, de producteurs avant la diffusion de séries. Ils gardent beaucoup de choses secrètes pour nous faire des surprises, pour que tout ne soit pas spoilé. Donc quand Liam Neeson disait oui, que ça ne le gênerait pas de faire une apparition en tant que Qui-Gon Jinn, mais dans un film plutôt qu'une série, ben en réalité c'était faux, parce qu'il apparaît là, alors il apparaît que quelques secondes, hein, c'est l'espace de 10 secondes, mais il apparaît, et c'est pas juste sa voix, et là encore c'est cohérent, il a trouvé la voix d'immortalité comme disait Yoda dans l'épisode 3. Donc comme lui dit Qui-Gon à Obi-Wan, j'ai toujours été là, mais c'est juste que tu ne me voyais pas. Et là, maintenant que Qui-Gon a retrouvé la paix intérieure, il arrive à voir son ancien maître. Et il se dirige un petit peu plus loin que la ferme de Owen Lars et de Luke. Il se dirige un petit peu plus loin dans les montagnes. Et donc, il va travailler à son immortalité future avec Qui-Gon Jinn. Et c'est pour ça que dans l'épisode 4, et puis 5 et 6, on le verra en tant que fantôme de la force, spectre de la force. Tout ça est très cohérent. Que dire de plus sur cet épisode voilà, au niveau du combat, c'était exceptionnel. Au niveau de la cohérence avec à la fois la prélogie et la trilogie originale, c'est totalement cohérent. Beaucoup d'émotions, des larmes par rapport à tout ce qui est Leia. Et surtout, moi, c'est la scène qui m'a le plus touché, vraiment. C'est cette scène où on sent le désespoir, la rage de Anakin. Et en même temps, on n'a pas de. On sent qu'il n'y a pas de haine envers Anakin. On sent que Obi-Wan, il a vraiment pitié de lui. Il lui dit mon ami est réellement mort. Il a du mal à le croire, mais voilà, il tire un trait. Il se rend à l'évidence. Anakin ne va pas redevenir Anakin. Anakin est Vador. Donc j'ai trouvé ce passage très touchant parce qu'on sent vraiment les larmes dans les yeux, on voit les larmes dans les yeux de Obi-Wan. C'est une belle conclusion pour les deux personnages. Et si à l'avenir ils doivent rejouer dans du Star Wars, je ne pense pas qu'ils se rencontreront à nouveau. Et donc que nous réserve l'avenir? Alors beaucoup de pistes ouvertes. On nous a ouvert la piste de certaines Jedi qui avaient survécu comme Quinlan Vos dans l'épisode 3. Donc ça peut être une piste pour explorer, soit dans une suite, une saison 2 éventuelle, sachant que le scénariste a dit que pour l'instant, lui, il avait imaginé Obi-Wan comme une mini-série, mais il avait laissé des portes ouvertes. Il se peut qu'il y ait une saison 2. Moi, je crois vraiment qu'il va y avoir une saison 2. Est-ce que ça va s'appeler Obi-Wan Kenobi saison 2? Je suis pas sûr.
mais il se peut qu'il y ait une saison 2. Pourquoi? Parce qu'on nous avait tout centré sur Luke dans la promotion. Au final, Luke, on ne le voit quasiment pas. Mais on sait, et c'est justement une des toutes dernières scènes de l'épisode, où Owen dit à Obi-Wan, est-ce que tu veux faire la rencontre du petit? Et Obi-Wan qui va saluer Luke pour la première fois. Et on sait qu'ils se sont vus de nombreuses fois, puisque Luke l'appelle Oncle Ben dans l'épisode 4 quand ils se rencontrent. On sent que les deux personnages se connaissent, se sont vus régulièrement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Une mini-série où il y aurait beaucoup plus d'interaction entre Ewan McGregor et le jeune acteur qui joue Luke, ça peut être une piste. On peut avoir donc comme piste aussi une mini-série sur Reva, la troisième sœur, qui donc redeviendrait une Jedi. C'est possible aussi. On peut avoir une mini-série sur Dark Vador qui va se consacrer au plan de l'étoile noire aux côtés de l'empereur et donc à construire et renforcer l'empire. Là aussi, Bail Organa nous dit, je sens que voilà, le côté obscur de l'empire se renforce. Il reste 10 ans, ne l'oublions pas. On peut avoir une série qui se concentre sur Leia, ses premières années de sénatrice, avec une Leia adolescente. On peut avoir bien évidemment une saison 2 ou une mini-série qui s'appellerait pas Obi-Wan Kenobi, où justement là on verrait Obi-Wan Kenobi travailler à devenir immortel et à maîtriser de plus en plus la force jusqu'à devenir un spectre de la force comme il l'est au moment de l'épisode 4, puisque quand dans l'épisode 4 il affronte Vador, il se laisse volontairement tuer, sachant qu'il va devenir immortel. C'est pour ça que Vador, quand il marche sur la cape, il trouve plus de corps. Donc ça veut dire qu'entre-temps, durant ces 10 années que l'on a entre la fin de cette mini-série et l'épisode 4, Obi-Wan a encore fait beaucoup d'efforts pour devenir plus puissant, aux côtés de Qui-Gon Jinn qui lui a enseigné. On peut aussi avoir un lien avec Yoda, puisque dans l'épisode 5 et 6, l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi, on sent que Obi-Wan Kenobi il a communiqué avec Yoda. Ils ne sont pas restés sans s'être vus à aucun moment entre la revanche des Sith et la guerre des étoiles. Donc on sent que Obi-Wan Kenobi, il a pu communiquer avec Yoda. Ça, c'est clairement, moi je l'avais toujours compris comme ça. Donc là aussi, c'est pareil. On pourrait nous montrer Yoda sur Dagobah, pas forcément une série centrée sur Yoda. Il y a énormément de pistes laissées en suspens pour une suite au vu du succès de Obi-Wan, qui est un succès fulgurant. Hein. Autant Miss Marvel, ça n'a pas trop marché hein, pour l'instant, mais Obi-Wan, ça explose les audiences. Enfin, les audiences, on est sur des SVOD, mais vous avez compris. Donc, ils peuvent clairement faire soit une saison 2, soit une série dérivée, mais qui serait la suite scénaristique. On sait qu'on va avoir pas mal de séries, on va avoir Lando sur Lando Calrissian, on va avoir une série Andor qui sort, il me semble, au mois d'août sur le personnage de Cassian Andor, qui se déroulera avant Rogue One, donc quelques années après cette série Obi-Wan Kenobi, et on devrait avoir pas mal d'autres séries. On risque d'avoir les personnages de Star Wars Rebels en live action, donc, beaucoup de pistes scénaristiques laissées en suspens, et c'est tant mieux. Et puis, dernier gros point positif pour cet épisode qui permet de finir en apothéose, voilà, la marche impériale, le thème de Dark Vador dans son château sur Mustafar. Ça y est, on a véritablement embrassé le côté obscur totalement, sans revenir en arrière, en se détachant de Anakin. C'est Vador, on a le thème de Dark Vador qui retentit. Et après quelques instants, à peu près au même moment, lorsque Obi-Wan revient voir Leia sur Alderaan, on a tout ce thème qu'on avait dans la prélogie qui accompagnait Anakin, Padmé et qui accompagnait les bons moments. On a les thèmes de la prélogie qui reviennent et forcément musicalement ça apporte un énorme plus et ça renforce l'émotion et ça renforce la nostalgie. Donc c'est une série à la fois entre fanservice et nostalgie qui permet de combler certaines lacunes, qui est cohérente avec les deux trilogies. Je me suis régalé. Je me suis vraiment beaucoup régalé. Et au final, les petits défauts que l'on peut reprocher, je les ai oubliés, je les balaye, ça m'est bien égal. De toute façon, vous savez ce que je pense, je l'ai largement exprimé sur Twitter et sur les vidéos et sur les différents réseaux sociaux. Pour moi, une critique
objective, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On peut être objectif sur des petits aspects techniques comme la réalisation, mais pour tout ce qui est l'émotion, l'importance qu'on accorde à certains défauts ou pas, pour moi, c'est totalement subjectif. Donc, subjectivement, j'ai adoré cette série. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. N'hésitez pas ce soir à venir faire un tour sur la chaîne La Critique de Néo, où je serai donc en live avec Alexandre. On va vraiment décanter en détail, décortiquer cette saison. Et idem avec Guillaume, le cuistot du ciné et d'autres dimanche soir, un petit live chill. Merci à toutes et à tous. Moi, je vous laisse. Normalement, il n'y aura pas de vidéo demain. Vendredi soir, il y aura un live sur ma chaîne sur la série Halo, l'adaptation de jeux vidéo Xbox Halo saison 1, 100% spoilers. Et puis, la semaine prochaine, spécial Tortue Ninja, les 6 films sortis au cinéma, les 3 films des années 90, le film d'animation sorti en 2007 et les 2 films produits par Michael Bay. Semaine spéciale Tortue Ninja la semaine prochaine. Et on enchaînera juste après la fin du week-end de la semaine prochaine avec la dernière partie de Stranger Things saison 4 qui sort le 1er juillet. Passez de bonnes vacances d'été, on se retrouve très vite, portez-vous bien et ciao tout le monde.